Alors, la deuxième question, sortir de l'Europe, est-ce possible économiquement et industriellement? C'est le deuxième des trois thèmes que je vais aborder, puis après j'aurai terminé. Et on pourrait parler toute la nuit. Les européistes nous assurent que la construction européenne permettrait de faire naître des géants industriels, seuls de taille viable, dans un monde multipolaire. Le problème, c'est que là aussi, c'est totalement faux. C'est faux parce que le fabricant... Je vais prendre des exemples pas français, pour le coup. Regardez cet exemple. Ericsson. Ericsson, c'est la très grande entreprise industrielle suédoise. 10% du PIB suédois fabrique des téléphones portables. Et bien, Ericsson a fait une société conjointe, une joint venture, comme on dit en anglais, en américain, avec le fabricant japonais Sony, pour former Sony Ericsson. Au même moment, le fabricant finlandais Nokia, qui fait aussi des téléphones portables, a fait, lui, une joint venture avec Matsushita, le japonais. Pourquoi cela? Il n'y a pas eu d'alliance Ericsson-Nokia. Il n'y a pas eu de champion européen. Il n'y a pas eu de champion européen pour deux raisons. Premièrement, parce que chaque entreprise, chaque actionnariat joue le jeu du capitalisme mondial. Et pour Ericsson, il est beaucoup plus important de faire une alliance sur ce que ces entreprises veulent être ce qu'on appelle des global players. C'est-à-dire elles veulent être présentes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et donc on fait une alliance avec un Japonais. Et Nokia raisonne pareil. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si jamais Ericsson et Nokia avaient voulu fusionner, la Commission européenne s'y serait opposée au nom de la lutte contre les monopoles. Parce que ça, c'est aussi un des secrets dont on ne vous parle pas. La Commission européenne n'a jamais favorisé des fusions d'entreprises européennes, elle les condamne, elle les combat. Elle a interdit la fusion Schneider-Legrand, par exemple, au nom d'une législation sur les monopoles. Quant à la France, par exemple, l'entreprise française Thomson a été rachetée par le chinois TCL, TCL ayant 66% du capital. Donc un chercheur qui travaille pour Thomson sur les télévisions à haute définition de 2020, il partage son savoir-faire, ses découvertes avec des chercheurs chinois de la même entreprise. Il ne va pas partager ses découvertes avec des chercheurs allemands de chez Siemens, puisque Siemens, c'est justement le concurrent industriel. Donc tous ceux qui vous disent il faut absolument l'Europe pour faire des champions industriels, pour faire de la recherche, ils vous mentent, puisque c'est le contraire que la vie des affaires fait ressortir. La vie des affaires, le jeu du capitalisme mondial, les alliances sont des alliances qui se jouent complètement du périmètre de l'Union européenne. Et ce qui est vrai là pour les téléviseurs ou pour les téléphones, on peut le trouver dans tous les secteurs d'activité. Je prends celui, par exemple, des compagnies aériennes. Vous savez que les compagnies aériennes se sont regroupées selon trois grands pôles mondiaux qui partagent les hubs, comme on dit, qui font du code sharing, comme on dit, entre compagnies. Eh bien, vous avez dans l'alliance Star Alliance, vous avez l'allemande Lufthansa, la polonaise LOT, mais vous avez également la japonaise All Nippon Airways, la canadienne Air Canada, la singapourienne Singapore, ou la compagnie thaïlandaise, la Thai, ou la United, qui est une compagnie américaine. Dans One World, vous avez d'autres compagnies européennes. Vous avez la British Airways et la Finnair, qui est finlandaise, ou Iberia espagnole, ou la Malef, qui est la compagnie hongroise. Mais vous avez la compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, vous avez la Japan Airlines du Japon, American Airlines, la Royal Jordanienne, qui est la compagnie jordanienne, et la Qantas, qui est la compagnie australienne. Et enfin, dans la dernière alliance mondiale qui est SkyTeam, vous avez Air France qui a racheté le néerlandais KLM, avec l'italien Alitalia et la compagnie tchèque Czech Airlines, mais vous avez l'aéroflotte russe, la compagnie régionale chinoise China Thousand, qui est un démantèlement de la CAC, vous avez la compagnie coréenne Korean Air, la compagnie américaine Delta Airlines, la compagnie mexicaine Aeromexico et la compagnie américaine Northwest Airlines. Ça veut donc bien dire que là, comme par exemple tout à l'heure pour les téléviseurs ou pour les téléphones, les alliances ne se font absolument pas selon un périmètre. Il n'y a pas une alliance européenne, c'est faux. Ça ne correspond pas à l'intérêt des entreprises. Alors vous allez me dire, oui, mais Airbus, c'est un succès de l'Europe. Eh bien non, Airbus, c'est tout sauf un succès de l'Europe. Là, on ne voit plus grand-chose à cause de la luminosité. Donc Airbus n'est pas un succès de l'Europe et je m'en vais vous le montrer en quelques planches. Il vous suffit d'aller sur le site internet de l'Airbus A380. D'abord, la première chose que vous constaterez, c'est que tout est écrit en américain. Vous regarderez ici cette petite carte
qui montre en réalité les lieux où est fabriqué, où sont conçus Airbus A380. Vous verrez qu'il y a effectivement des lieux en Europe, mais vous verrez aussi qu'il y a des entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Russie, notamment tout le titane qui est dans l'avion, dans l'Airbus A380, en Turquie, en Malaisie, à Singapour, en Australie, en Corée et au Japon. Par exemple, aux États-Unis, dans le Kansas, il y a tout le centre d'études qui a conçu Airbus, à Wichita, Kansas. Aux États-Unis, il y a l'entreprise Northrop Grumman, liée au ministère de la Défense américain, qui fournit toute l'électronique embarquée de l'Airbus A380, qui est évidemment un élément vital pour le pilotage de l'appareil. Les Américains fournissent également les trains d'atterrissage de cet avion, et croyez-moi que c'est une œuvre d'art, parce qu'un train d'atterrissage qui puisse supporter un avion qui peut emporter 800 à 850 personnes, c'est évidemment un tour de force, une prouesse technologique. Et puis les Américains fournissent aussi non seulement donc l'électronique embarquée, mais fournissent aussi les moteurs quand la motorisation est faite par Pratt & Whitney, qui est un motoriste américain. Le résultat des courses, c'est que la part américaine d'un Airbus A380 atteint 38% lorsque l'appareil est motorisé Pratt & Whitney. En termes de part dans la fabrication, les États-Unis sont le premier pays fabricant d'Airbus A380. Alors au passage, d'ailleurs, regardons ici l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne. Et mettons ici ceux qui participent à Airbus. Comme tout le reste de mon exposé, vous ne trouverez ces informations qu'ici. Parce qu'ici, c'est la vérité. Tout le reste, c'est la propagande. Ici, c'est la vérité parce que je suis allé regarder minutieusement chaque pays. Et bien sûr, les 27 États membres de l'Union européenne, il y en a 14 qui ne mettent pas un boulon dans Airbus. Ceux qui fabriquent Airbus, c'est d'abord et avant tout la France et l'Allemagne. J'ai mis les drapeaux avec une superficie à peu près proportionnelle au rôle joué dans le consortium Airbus et dans la fabrication. Donc vous voyez que notamment, il n'y a aucune entreprise grecque, portugaise, bulgare, hongroise, chypriote, danoise, estonienne, lituanienne, néerlandaise, maltaise, slovaque, roumaine dans Airbus. Vous avez ici des États et vous avez ici d'autres États qui fabriquent Airbus. Vous avez notamment les États-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, l'Australie, la Malaisie, la Corée et la Chine populaire, enfin d'autres États, des entreprises de ces États. Et pas rien, hein. Il y a 10 entreprises japonaises de très haute technologie qui participent à la fabrication notamment de la voilure. Hein. Il faut savoir que dans Airbus aussi, par exemple, les Chinois, il y a une ville qui s'appelle Tianjin, on dit en chinois, où est installée une fabrication d'Airbus A320 qui a commencé en 2009. Cette année, en 2011, les Chinois vont sortir, ils sortent actuellement un Airbus A320 fabriqué de A à Z. Ils fabriquent tout l'appareil de A à Z au rythme d'un par semaine. 48 Airbus A320 sortiront de l'usine de Tianjin cette année. Donc nous voyons que nous avons affaire à quoi? À un avion international. Quel rôle ont joué l'Europe, c'est-à-dire la Commission européenne et l'Union européenne dans Airbus? La réponse, aucun rôle, à aucun moment. En fait, Airbus a été créé par la volonté de De Gaulle qui souhaitait développer une coopération internationale entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans le domaine aéronautique. De Gaulle, d'ailleurs, voulant faire une coopération internationale avec le Royaume-Uni au moment même où il refusait que le Royaume-Uni intègre la CEE pour les raisons stratégiques que j'exposais précédemment. Alors nous touchons ici du doigt un élément de réflexion qui est capital, capital pour bien comprendre le monde d'aujourd'hui et capital pour démasquer le mensonge qui vous est en permanence asséné. La propagande confond délibérément la coopération internationale d'une part et la intégration supranationale européenne d'autre part. Il faut donc, je sais que c'est un petit peu, c'est pas très compliqué, mais il faut y réfléchir. Et tout est fait pour que les citoyens mélangent tout. C'est quoi la coopération internationale? La coopération internationale, les États peuvent être dans l'Europe, mais aussi en dehors d'Europe.
L'intégration supranationale, c'est que les États sont forcément ceux de l'Union européenne, tous ceux de l'Union européenne, et seulement ceux de l'Union européenne. La coopération internationale, les États ou les entreprises décident de coopérer sur un seul sujet, précis et limité, conforme à leurs intérêts nationaux. L'intégration supranationale, c'est que par une idéologie, on force tous les États de cette intégration à coopérer sur tous les sujets, même sur ceux où leurs intérêts nationaux sont les plus opposés. La coopération internationale, voici les exemples. Airbus, ce sont des États du monde entier, on l'a vu. Ce n'est pas que des États d'Europe, il y a des États d'Europe, d'Asie, d'Amérique, même d'Amérique latine. C'est une coopération internationale et tout le monde sait, tous les participants savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un avion qui marche, qui soit fiable et sûr. La fusée Ariane, c'est pareil. Il y a plein d'États d'Europe qui ne sont pas dans la fusée Ariane, mais par exemple la Norvège ou le Canada fabriquent Airbus. La fusée Ariane, ça marche. Le tunnel sous la Manche franco-britannique, c'est aussi une coopération internationale, en l'espèce entre deux pays d'Europe. Mais la coopération nucléaire franco-chinoise qui fait que Areva, l'ancien Framatome, se porte parmi les leaders mondiaux de la fabrication de centrales nucléaires, c'est un des grands atouts de la France industrielle, eh bien cette coopération nucléaire franco-chinoise, elle marche, parce que les Chinois veulent avoir une centrale nucléaire qui marche, et les Français la leur fournissent. Et tout le monde est bien d'accord. Et là, il s'agit d'une coopération internationale qui concerne un autre pays que l'Europe. La fusion Air France-KLM, une fusion industrielle, c'est la France et les Pays-Bas, donc deux pays d'Europe, mais la fusion Renault avec le japonais Nissan, c'est une coopération franco-japonaise avec donc un pays d'Asie. En revanche, l'intégration supranationale, les exemples, c'est la politique commerciale à l'OMC, où personne n'est d'accord pour défendre les intérêts commerciaux de chacun des États puisqu'ils sont contradictoires. Les délocalisations industrielles, les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne pour bénéficier des délocalisations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mme Danuta Hübner, qui était commissaire européenne de nationalité polonaise, qui l'a avoué au journal français La Tribune en avril 2005. Nous sommes là pour favoriser les délocalisations à l'Est. Ben oui, ils jouent leur partition, c'est normal. On ne peut pas reprocher à des peuples et à des nations d'essayer de défendre leurs intérêts. Ce que l'on doit en revanche se reprocher, c'est que les Français soient dirigés par une caste qui piétine les intérêts des Français. Le taux de change de l'euro, là aussi, le taux de change de l'euro fait l'objet de problèmes considérables. Je ne parle même pas de l'euro, je renvoie à mes autres conférences. Le budget de l'Union européenne, j'explique également, je l'explique dans un instant d'ailleurs, comment ça fonctionne, et en réalité, les États membres ont des intérêts extrêmement opposés. La guerre en Irak, l'alignement sur les États-Unis, tous ces exemples montrent qu'à chaque fois, on a des blocages insensés et permanents. Donc, dans la coopération internationale, tout le monde est d'accord sur le même projet et a intérêt à ce qu'il réussisse, puisque tout le monde est d'accord et tire dans le même sens. Dans ce cas-là, l'union fait la force. Mais quand on met des gens qui ne sont d'accord sur rien et qu'on les force à s'unir, l'union ne fait pas la force. L'union fait l'immobilisme et fait les problèmes à répétition. Chacun freine pour préserver ses intérêts fondamentaux. Donc dans un cas, celui de la coopération internationale, ça marche presque toujours et tout le monde est content. Et dans l'autre cas, eh bien, ça ne marche presque jamais. Et tout le monde est furieux. Eh bien, une fois qu'on sait ça, on a tout compris. Sortir de l'Europe, c'est non seulement parfaitement possible économiquement, mais c'est aussi très souhaitable. La France renoncera à l'intégration supranationale européenne qui ne marche jamais. Il n'y a pas un seul projet industriel piloté par l'Union européenne qui ait marché. Il n'y en a qu'actuellement un seul est en cours qui s'appelle Galileo, qui est un flop total, parce que justement, les Français voudraient avoir un satellite d'observation qui concurrence le GPS américain pour des raisons militaires. Les Allemands et les Anglais, qui sont dans le réseau échelon de surveillance américain, à la demande des Américains, font capoter un projet indépendant des États-Unis. Donc le projet Galileo ne sert à rien, puisque les gens ne sont pas d'accord sur les finalités du projet. Donc on renoncera à ces projets, on ne fait pas des projets avec des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous. En revanche, la France se focalisera sur les coopérations internationales, puisqu'elles marchent presque toujours, puisque justement les gens sont d'accord. Et en plus, ça concerne tous les pays du monde, et c'est extrêmement sain.
Il est extrêmement sain d'avoir des coopérations, pas seulement avec des pays blancs. Il faut avoir des coopérations avec la Chine, avec le Japon, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec les États-Unis, avec le Canada. Dans le troisième millénaire, dans le XXIe siècle, tous les peuples doivent avoir des relations d'amitié. La construction européenne est en soi une politique d'apartheid au niveau mondial, est en soi porteuse en germe de conflits qui sont de nature dramatique et qui s'inscrivent malheureusement dans la théorie dite du choc des civilisations.